Bonjour à tous pour ce webinaire sur les écomètres Meguiar de la famille TDR 2000. Alors le but c'est de faire connaître ces types d'écomètres et puis surtout également de permettre aux utilisateurs de se faire une formation de rappel, parce qu'on a de plus en plus de nos clients qui nous contactent en disant voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'ai besoin d'une petite formation complémentaire. Et comme ces écomètres-là, ça fait partie des best-sellers chez Meguiar, donc on en vend beaucoup depuis des années. Donc on a de plus en plus de demandes de ce type, à savoir une prise en main ou une formation de rappel. Donc ce webinaire va durer un peu plus d'une demi-heure. J'ai préparé une vidéo avec un cas réel pour ne pas rester uniquement sur une approche théorique, et puis quelques exemples concrets un petit peu particuliers. Je vais démarrer par une présentation rapide de Meguiar pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un groupe qui propose des matériels de test qui sont dédiés à l'ensemble du réseau électrique pour faire des mesures, pour fiabiliser le réseau électrique. Donc le principe, c'est de fournir des appareils, on va dire, simples à utiliser, transportables, robustes et sécurisants. Alors on couvre l'ensemble du réseau électrique. C'est pour ça qu'on a différents domaines d'application. Donc vous pouvez voir en haut à gauche la partie câble. Donc là, on peut faire du traçage, du test diélectrique, de la recherche des défauts et du diagnostic avec des systèmes soit portatifs, soit embarqués dans un véhicule. On fait également tout ce qui est test disjoncteurs basse tension HTA, HTB, avec différents types d'appareils, des multichronos, des micromètres. Les tests de machines tournantes, donc moteur, alternateur, avec la gamme Becker, donc en statique et en dynamique, et même en monitoring. Le test des relais de protection avec les valises d'injection. Les tests des transformateurs. Donc là, il y a beaucoup de matériel sur les tests transfo et également les tests sur les batteries avec les bandes décharge ou des mesures d'impédance et de la recherche de défauts d'isolement. Et pour finir, la gamme basse tension avec les mégomètres, les micromètres, les pinces métriques, les multifonctions pour les organismes de contrôle. Donc voilà, une famille de produits complète. Alors l'historique de l'entreprise, ça démarre en 1889 avec l'invention de la magnétone, la mesure d'isolement. Et au fur et à mesure des années, le groupe a grossi par acquisition. Donc les dernières en date, c'est Becker pour les moteurs, les machines tournantes, PEDIX pour le diagnostic tangente delta des charges partielles, HTA et HTB. Et le dernier en date, c'est Balto pour les tests disjoncteurs ferroviaires. Alors la partie théorique, je vais essayer d'être assez clair et assez rapide sur ce sujet, parce ça peut durer très longtemps, mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc l'écométrie, nos appareils s'appellent TDR parce que ça veut dire Time Domain Réflexion. Donc l'écométrie, le principe, c'est de se brancher sur un câble, d'envoyer une impulsion, donc c'est une impulsion électrique de quelques volts. Et cette impulsion, quand elle va rencontrer un changement d'impédance, il va y avoir un phénomène de réflexion, donc l'impulsion va revenir vers l'appareil. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran. On voit la trace de l'impulsion de départ et des impulsions qui reviennent sur l'appareil. Alors le principe de l'écométrie, donc une impulsion émise et une impulsion réfléchie. Donc pour qu'il y ait réflexion, il faut qu'il y ait un changement d'impédance, sinon voilà, la courbe reste lisse et on ne voit rien. Donc la réflexion se fait très bien sur une fin de câble, sur un défaut franc. Donc un défaut franc, c'est un court-circuit ou une coupure. Les boîtes de jonction, j'ai envie de préciser
quand elles sont mal faites, hein, parce qu'une boîte de jonction qui est très très bien faite, on va avoir du mal à la voir en écométrie. On peut également voir les dérivations et le raccordement entre l'écomètre et le câble, parce que forcément, ça ressemble à une jonction avec un changement d'impédance. Alors comment l'écomètre vous communique, enfin calcule une longueur de câble ou une longueur jusqu'à un défaut? En fait, l'écomètre, lui, c'est un chronomètre en fait. Il envoie une impulsion et il va mesurer le temps de l'aller-retour de cette impulsion. Donc, comme la longueur, c'est la vitesse fois le temps, on calcule donc la longueur à partir du v sur 2. Comme il y a un aller-retour, l'appareil permet de connaître la distance juste en chronométrant. Par contre, le v sur 2, il faut lui communiquer, hein, il ne le devine pas, donc il faut lui indiquer la vitesse de propagation. Alors les paramètres, c'est ce qu'on va retrouver au niveau des réglages de l'appareil, hein. C'est tous les écomètres comme ça. On peut, soit l'appareil le fait en automatique, soit on peut bouger chaque paramètre pour avoir la courbe la plus belle et la plus exploitable possible. Alors la vitesse de propagation, c'est un paramètre qu'il faut indiquer à l'écomètre. Elle va dépendre du type de câble. Donc c'est ce qui va jouer sur la précision de la mesure, hein. Si vous vous trompez de 10% sur la vitesse, l'appareil va se tromper de 10% sur la longueur. La largeur de l'impulsion, donc ça, c'est plutôt l'aspect énergie, hein. Donc plus on va aller loin sur un câble, plus il faut augmenter la largeur de l'impulsion. L'amplitude du signal, donc ça c'est la tension, hein, qu'on va appliquer. Donc ça va jouer sur la résolution de la mesure. Donc plus on va augmenter la tension, plus on aura de détails sur la courbe, mais plus on risque aussi d'avoir une courbe complètement inexploitable parce qu'elle va bouger dans tous les sens. Donc c'est toujours une affaire de compromis sur les réglages pour avoir vraiment une belle courbe. Et ensuite le facteur de réflexion du câble. Alors, la vitesse de propagation, comment elle se calcule ou comment elle existe? Concrètement, ça va dépendre de l'impédance de l'isolant. Donc en l'écométrie, on le fait toujours entre deux conducteurs et en fait, c'est le type d'isolant entre les deux conducteurs qui vont influencer la vitesse. Donc on voit que la vitesse, elle est liée au diélectrique, hein, la constante diélectrique du matériau. Donc on voit que pour l'air, le diélectrique, il est de 1, pour le plastique de 2 à 5 et pour l'eau de 81. Donc en gros, la constante diélectrique, en fait, plus vous allez avoir une constante diélectrique élevée, plus vous allez avoir une vitesse faible. Donc concrètement, de l'eau, c'est très très peu isolant. Là, on va retrouver, on va être proche d'une caractéristique de court-circuit. Alors quelques exemples de vitesse pour certains types de câbles. Alors ce qu'il faut retenir, hein, c'est que pour les câbles énergie, que ce soit en basse tension ou en HTA, on est entre 75 et 85 mètres par microseconde. Donc si vous choisissez une vitesse moyenne de 80, vous n'êtes pas loin de la réalité, hein, vous n'êtes pas loin de la vérité et c'est valable pour une très très grande majorité de câbles. Alors il y a des exceptions, c'est les câbles télécoms. Les câbles télécoms, leur type Ethernet, justement, comme c'est des câbles de communication, ils ont des isolants vraiment particuliers qui permettent, qui facilitent la propagation. Donc ils ont des vitesses plus élevées, donc on va se retrouver plutôt à des valeurs de entre 115 et 120 mètres par microseconde. Alors après, si vous ne connaissez pas la vitesse de propagation de votre câble, il est possible de calibrer. Donc sur une longueur connue, vous pouvez jouer sur le paramètre vitesse du l'écomètre pour retrouver la longueur connue et ainsi évaluer votre vitesse. On va y revenir de toute façon plus tard. Alors, la largeur d'impulsion émise. En fait, l'écomètre, il le fait automatiquement, hein. Vous verrez quand vous changez d'échelle, plus vous allez essayer d'aller voir loin sur le câble, plus il va élargir tout seul l'impulsion de départ. Alors, c'est très pratique. Par contre, il y a
il y a un risque avec ça, c'est de créer une zone morte en début de câble. Imaginez, vous voulez regarder ce qui se passe à 10 km en bout de câble, mais vous allez avoir automatiquement, vous allez avoir une largeur d'impulsion qui va faire plusieurs centaines de mètres. Donc vous serez aveugle sur plusieurs centaines de mètres au départ du câble. Donc il faut bien regarder, changer d'échelle pour visualiser ce qui se passe en début de câble et ensuite en fin de câble. Alors l'amplitude, le but c'est de rester pleine échelle, hein. C'est-à-dire de ne pas avoir un signal qui va être coupé par l'écran. Donc c'est d'avoir une amplitude suffisamment importante pour avoir une impulsion réfléchie, mais pas trop parce que sinon on a une courbe qui est saturée et qui est illisible. Alors les facteurs de réflexion. Donc là, c'est des calculs, je dirais ça sert à rien d'essayer de vouloir les apprendre par cœur. Il faut juste comprendre le principe. Donc en fait, le facteur de réflexion, en fait, il est calculé à partir d'un ratio de différence d'impédance. Donc concrètement, ça donne ça. Sur un court-circuit, l'impédance est nulle. Donc le facteur de réflexion, si on fait le calcul, hein, on a l'impédance du câble et l'impédance du court-circuit. Et si on applique la formule, on se retrouve avec un facteur égal à -1. Donc ce qui explique pourquoi on a une courbe négative en réflexion sur un court-circuit. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, donc on a une impulsion positive toujours au départ du câble et on se retrouve avec une réponse négative. Donc là, c'est systématique, c'est un court-circuit. Alors, circuit ouvert ou fin de câble, là par contre, on a une impédance infinie. Et quand on applique la formule, on trouve un résultat égal à 1. Donc on a une réponse positive, qui est un petit peu atténuée par rapport au signal de départ, puisqu'il y a une déperdition d'énergie, hein, sur le câble. Donc on a une réponse positive. Donc ça ressemble, c'est caractéristique d'une coupure ou d'un circuit ouvert ou une fin de câble. Les dérivations. Donc là, on a un résultat égal à -1/3. Donc ça fait une petite courbe caractéristique comme ça fait une petite vague qui monte et qui descend. Donc ça, c'est caractéristique d'une dérivation. Alors j'ai pris un extrait là du mode d'emploi du TDR 2000, hein, avec les courbes caractéristiques. Alors ça, c'est la théorie. Ce qu'on va retrouver très régulièrement, c'est le circuit ouvert, donc le fin de câble ou la coupure, le court-circuit et la jonction. Alors pour les autres, c'est un peu plus difficile à voir dans la réalité. Moi concrètement, la petite courbe du bas, infiltration d'eau, j'ai pas eu l'occasion de voir ça en réel. Donc si vous retenez déjà les trois courbes, les 3 premières courbes, c'est déjà suffisant pour les différentes applications. Alors, donc là, j'ai terminé sur la partie théorique. On aurait pu passer beaucoup plus de temps, mais le but quand même, c'est d'aller à l'essentiel et de vous aider dans vos interprétations de courbes. Alors, au niveau partie pratique, donc on va visualiser une vidéo. Voilà, et je vais continuer sur le reste. Alors, juste un aparté sur la gamme TDR 2000. Donc on voit qu'on a différentes solutions, on a différents appareils. Alors les différences, c'est quoi? C'est on a des appareils qui sont plutôt dédiés aux télécoms. Donc ça va être la version de base. Et puis la version la plus avancée, c'est le TDR 2050, qui permet de travailler sous tension en basse tension. Donc ça, c'est pratique pour faire des mesures, pour vérifier des longueurs par rapport au calcul Kaneko, par exemple. Il est protégé contre les retours de tension, alors de façon modérée, mais sur des câbles HTA, on travaille sur des câbles hors tension, mais par induction, on a quand même des risques de retour, donc ça protège l'appareil. Et puis le TDR 2050 est également plus puissant, donc il va jusqu'à 20 km. Il a une fonction également recherche automatique de fin de câble. Donc, mais par contre,
la taille de l'écran et toutes les autres fonctions sont les mêmes sur toute la gamme des TDR 2000. Alors, j'ai préparé quelques exemples. Oui, voilà. Donc, le premier exemple que j'ai sélectionné, bah, c'est justement un travail sous tension. Donc, c'est assez particulier. Alors, c'est à éviter parce que bon, les courbes sont pas très propres et bon, il y a toujours un risque de travailler sous tension au niveau des raccordements, donc faut faire attention. Donc ça, c'est la courbe, on va dire écométrique classique, avec un court-circuit, à 23 mètres, donc fait hors tension et le même câble, donc là, on a fait un court-circuit, on a ouvert le court-circuit pour vérifier qu'on est bien sur la fin de câble et si on fait exactement le même câble sous tension, donc là, on est sur de la basse tension évidemment, à 50 Hz, bah, on obtient une courbe qui ressemble à ça, donc qui est un peu plus compliquée à interpréter et ben, on voit qu'on a modifié, au départ, la largeur d'impulsion pour avoir quelque chose de lisible. Donc en fait, il faut jouer sur les paramètres pour pouvoir interpréter, ce type de courbe. Là, ce qu'on visualise là, c'est la courbe qui a été enregistrée et puis qui a été exploitée par, le logiciel, TraceXpert. Donc c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger et qui permet de faire des rapports de test ou sauvegarder vos mesures. Alors, l'exemple numéro 2, alors on n'est pas du tout sur du câble, on est sur du chauffage urbain. Donc c'est des tubes en fonte là, qui transportent l'eau chaude pour le chauffage collectif hein, des immeubles d'habitation dans certaines villes. Et comme le tube est en métal et que dans la mousse isolante, il y a deux petits fils de cuivre qui sont insérés d'usine. Hein. Donc ces petits fils de cuivre là servent d'alarme hein, pour surveiller le réseau et donner une alarme en cas de fuite d'eau. Donc en cas de fuite, la mousse se remplit d'eau et ça vient créer un court-circuit entre les deux fils. Alors l'écomètre, il sert à quoi sur ces applications-là? Bah, il sert à vérifier déjà l'installation du réseau quand il est neuf, avant de reboucher les tranchées. Donc ça permet de voir si les soudures sont correctement faites. Et puis quand il y a une fuite avérée, ça peut servir à prélocaliser la fuite. Donc là, on voit la photo en haut à droite. On a calibré l'écomètre. Donc on sait que les tubes là, ils font par exemple 14 mètres. Et on a réglé la vitesse pour retrouver la bonne longueur. Donc on est sur des vitesses aux alentours de 136 mètres par microseconde. Donc rien à voir avec des câbles énergie. Sur les deux photos du bas, là on est sur un cas de fuite et on a prélocalisé la fuite à un petit peu moins de 60 mètres. Et quand on est arrivé sur les lieux, sur un carrefour, hein, là on voit le passage piéton et effectivement il y a eu des travaux, la voirie a été ouverte juste à l'endroit où passent les tubes de chauffage. Donc la pelleteuse a dû accrocher le tube. Exemple numéro 3. Donc là, on est sur du câble photovoltaïque. Alors, comme on a vu, l'écométrie marche avec deux conducteurs. Hein. Donc si on n'a qu'un seul conducteur, ça sert à rien de sortir l'écomètre, ça ne fonctionnera pas. Par contre, là, on est sur des monoconducteurs qui sont fixés ensemble, donc ils sont appairés. Donc si les deux conducteurs sont l'un à côté de l'autre, on se retrouve dans le cas de figure d'un câble multiconducteur et on peut faire l'écométrie entre deux câbles comme ça qui sont bien collés ensemble sur tout le chemin. Donc là, on a réussi à prélocaliser des coupures. Hein, donc c'est des connecteurs qui sont ouverts avec le temps. Mais bon, c'est quand même c'est prendre un risque quand même de travailler ce genre de réseau. Il faut vraiment que les câbles ne se retrouvent pas tout seuls. Sinon, il est impossible de faire une écométrie. Alors, le quatrième exemple, là, on est sur un câble de signalisation ferroviaire. Donc, on voit le câble à gauche avec un écran. Bon, c'est un écran de protection mécanique, hein, assez rigide. Et on a fait l'écométrie en utilisant les deux voies de l'écomètre.
Donc on voit sur les deux courbes qui se chevauchent, hein, on voit qu'on a un circuit ouvert à 10 mètres et sur l'autre paire, on a un circuit ouvert à 38,6 mètres. Donc bah, la fin de câble est bien à 38 mètres, mais par contre, on a une coupure sur un des conducteurs à 10 mètres. Alors, les TDR 2000 conviennent à beaucoup d'applications, hein, donc c'est les écomètres qui sont le plus fournis à nos clients. Par contre, il y a des cas de figure où on a besoin de plus de puissance. Donc là, on a la gamme des téléflex, hein, donc les téléflex SX qui peuvent mesurer jusqu'à 160 km et les téléflex VX qui peuvent mesurer jusqu'à 1280 km. Alors là, les applications, on est principalement sur des câbles sous-marins, hein, parce que sur des câbles terrestres, on n'a pas besoin de telle longueur. Alors c'est des écomètres qui sont intégrés dans les appareils de recherche de défauts, mais qui peuvent également être fournis seuls quand le besoin s'en fait sentir. Également une autre application vraiment très spécifique. Là, on est sur des câbles aériens HTB. Donc il existe un système, hein, pour faire des mesures sur ce type de câble. Mais il faut prévoir des systèmes de filtres de protection et surtout il faut de la puissance. Donc là, on peut faire des écométries à plus de 2000 km, mais là, on a besoin de monter en tension, donc on a des impulsions qui vont jusqu'à 1500 volts. Alors, comme je disais, les écomètres sont intégrés dans les systèmes de recherche de défauts, parce qu'on va se servir de l'écométrie pour prélocaliser un défaut. Donc, si vous avez un écomètre, vous avez déjà mis au moins un pied dans la recherche de défauts de câble. Et donc, quand on a besoin de localiser un défaut, ben on va commencer par faire la mesure d'isolement, de l'écométrie, du test électrique, et après, on va aller encore plus loin pour prélocaliser les défauts qui sont pas francs. Donc là, on va utiliser la réflexion sur arc. Et là, on rentre vraiment dans le domaine de la recherche de défauts. Mais l'écomètre reste l'outil de base avec le mégomètre pour aborder les défauts de câble. Alors après, il y a des utilisateurs aussi qui ont juste besoin d'un écomètre pour mesurer des longueurs surtourées. Donc là, bah, je dirais le TDR 2000 est presque trop riche pour faire ça. On a des écomètres un peu plus petits pour faire ce genre de choses, juste pour faire de la mesure de longueur surtourée pour vérifier ces stocks. Alors, si vous avez des questions, bah, vous pouvez nous envoyer ces questions par mail. Moi, j'y répondrai très rapidement dès que je vais les recevoir. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Bon, là, c'était un premier webinaire sur les TDR 2000. On peut l'améliorer et éventuellement, on pourra refaire une session avec des compléments et puis surtout une vidéo audible. Parce que là, vous aviez que l'image. Donc, merci de votre participation. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser des questions. Je vous remercie. À très bientôt.